Le Fattah al-Sisi a déclaré hier que l'Égypte se dirige de plus en plus vers l'industrialisation agricole. Et Monsieur le Président a confirmé que l'État égyptien n'avait pas cessé et ne cesserait jamais de fonctionner malgré les conditions économiques actuelles, le monde, ou plutôt auquel le monde est confronté à l'heure actuelle. Donc, chers téléspectateurs, vous êtes toujours encore une fois le bienvenu. J'ai actuellement en ligne, j'ai actuellement au studio de Nal TV International, Amira Hussein. C'est une experte, activiste plutôt dans le domaine du développement durable. Vous êtes la bienvenue sur Nal TV International. Merci beaucoup pour votre présence. Et ma première question porte sur comment vous trouvez l'importance de l'expansion que fait actuellement l'Égypte dans le domaine agricole. En effet, l'Égypte est une superficie d'1 million de kilomètres carrés environ et la superficie arable n'excède pas 5% de sa superficie. Or que la population est centrée sur ces 5%. Alors, avec une population qui est la plus grande du monde arabe, nous avons intérêt à assurer une autosuffisance en termes des produits et denrées alimentaires. Et surtout que nous avons une grande carence en termes de devises étrangères. Alors, ça fait partie de la sécurité nationale alimentaire de l'Égypte d'assurer une autosuffisance et ça ne sera pas faisable qu'au moyen de la mise en valeur des terres. Et c'est pourquoi l'Égypte s'oriente vers le désert pour cultiver davantage de terres pour subvenir à ses besoins. Oui. En fait, on trouve que selon le président égyptien Fattah al-Sisi, l'État et l'Égypte en fait se dirigent de plus en plus vers l'intensification dans le domaine de l'industrialisation alimentaire. Oui. L'importance de ça, que ce soit au niveau national ou international. La transformation alimentaire ou d'essayer de... ça a beaucoup d'intérêt. D'abord, de point de vue valeur à ajouter aux produits, au lieu qu'on exporte des denrées alimentaires brutes, on va leur ajouter une valeur. Et la deuxième valeur à ajouter à ces produits, ou le deuxième intérêt de la transformation alimentaire, c'est d'éviter le gaspillage, parce que beaucoup de denrées alimentaires se voient pourrir vu qu'ils ne sont pas consommés. Alors c'est un moyen pour ajouter, à davantage de valeur à ces denrées alimentaires. Oui. En fait, on trouve que justement le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, à la lumière de ce que vous avez dit, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé la volonté du gouvernement de surveiller en permanence la situation et la disponibilité des produits de base sur les accès du ministère de l'Approvisionnement à des prix raisonnables compte tenu de la crise russo-ukrainienne qui persiste. Ces propos ont été tenus lors d'une réunion tenue par Dr Madbouli ce lundi au siège du gouvernement dans la nouvelle ville d'Al Alamein avec le ministre de l'Approvisionnement du Commerce intérieur Ali Mousselh et poursuivre les efforts visant à fournir les produits de base aux citoyens. Le ministre de l'Approvisionnement a passé en revue lors de cette réunion la situation des stocks de produits de base, soulignant que le stock de blé suffisait pour 4,6 mois et qu'il s'agit d'un très bon stock. Il a ajouté que 125 000 tonnes d'huile de tournesol et de soja ont été achetées pour la première fois et que nous disposons donc actuellement d'une réserve disponible d'huile comestible qui avait atteint 6 mois. En ce qui concerne le sucre, il a indiqué que le bilan actuel de l'approvisionnement en sucre est suffisant jusqu'au début de la saison en février. Des quantités de riz sont disponibles dans les points de vente pour couvrir le besoin, surtout à l'approche de la date de la nouvelle récolte et qui est une saison prometteuse. Concernant la viande, le ministre de l'Approvisionnement a indiqué que nous disposons d'un stock de viande indienne, brésilienne et soudanaise dans les divers débouchés du ministère de l'Approvisionnement. J'aimerais bien sûr écouter votre commentaire en ce qui concerne ces stocks stratégiques que l'Égypte essaie toujours d'avoir, notamment dans ces conditions très difficiles que traverse, encore une fois, non seulement l'Égypte, mais aussi le monde entier. En effet, l'Égypte, comme je vous ai dit, a une population d'environ 110 millions d'habitants. Alors, nourrir cette population et assurer sa nourriture pour une période est une question d'ordre de sécurité nationale. Alors on ne peut pas nous mettre comme État avec une telle démographie à la merci, ni à la merci des aléas.
que nous témoignons sur la scène internationale, surtout que nous sommes entourés par des pays comme en pleine crise, à savoir le Soudan. Alors nous sommes un pays qui accueille ses frères au moment de crise. Il y a plein de Soudanais, en plus de réfugiés soudanais, en plus de Syriens. En plus des Libyens quand même. Les Libyens, en plus des Égyptiens. Alors nous avons un grand intérêt à subvenir aux besoins de ces populations, surtout que beaucoup de familles soudanaises sont menacées de nos jours par la menace de la famine. Ouais. Ceux qui ont pu fuir les combats se trouvent face à la faim. Ouais. Alors l'Égypte a besoin d'assurer une sécurité alimentaire à terme de 6 mois au moins, pour survenir à n'importe quelle crise qui peut survenir. Ouais, en fait, l'Égypte, à travers le Croissant Rouge, a envoyé durant les dernières années des aides alimentaires et des aides médicales quand même au peuple frère du Soudan. Justement, toujours à la lumière de ces déclarations faites notamment par le ministre égyptien de l'approvisionnement, il a dit qu'il y a une pierre angulaire qui a été qui a été mis pour établir ce projet national concernant l'établissement des dépôts, des réserves pour les denrées alimentaires stratégiques. Comment vous trouvez l'importance de cette idée? En effet, c'est propice. L'Égypte a fait, il y a 2 années, l'Égypte a érigé des silos pour la manutention du blé. Et ce, pour économiser les pertes dû à la manutention du blé et pour préserver le blé dans des conditions appropriées pour que le blé soit comestible en fin de compte. Et le fait d'accorder à la manutention et à ces réserves une importance, ça reflète la justesse du jugement de l'Égypte à cet égard, parce que nous avons tellement de carence à ce niveau, alors on essaye d'économiser toute graine de blé ou céréales, parce que ces céréales, en fin de compte, seront également exposées à des conditions qui vont les rendre incomestibles s'ils ne seront pas bien stockés. Ouais, ouais. Justement, l'une des remarques qu'on a aujourd'hui, c'est la distribution des grands projets agricoles au niveau de la République. Et il n'y a pas une région qui obtient seulement le grand nombre, le grand volume de ces projets agricoles. Mais on essaie de distribuer ces projets sur les 4 points de l'Égypte. Comment vous trouvez l'importance de cette stratégie adoptée par l'Égypte? En effet, comme je vous ai dit, la population de l'Égypte est principalement centrée et habite la vallée du Nil qui occupe 5% de la superficie. Alors si l'État de l'Égypte essaye d'étendre les projets de développement partout, c'est pour assurer que le développement atteint tout habitant, tout sujet, tout citoyen égyptien partout, que ce soit au sud, que ce soit au Sinaï, parce qu'en fin de compte, s'ils n'habitent pas la vallée, ça ne dit pas qu'ils ne sont pas des Égyptiens. Alors c'est pourquoi il y a le projet d'El Salem pour la mise en valeur des terres du Sinaï, à la lumière de la rareté de l'eau que nous témoignons, et on essaye d'optimiser la valeur de toute goutte d'eau, que ce soit par des moyens d'irrigation moderne, à savoir l'irrigation goutte à goutte ou par aspersion, ou en essayant de réutiliser l'eau de drainage agricole une autre fois en le mélangeant avec l'eau du Nil, l'eau douce, pour irriguer des terres. Et ce, dans le projet après être traitée. L'eau de drainage agricole n'a pas besoin d'être traitée. Ce qui a besoin d'être traité, c'est l'eau de drainage sanitaire, et on l'utilise pour l'irrigation des forêts, pour du bois. Et, oui, et ça figure dans des fayoums. On utilise sanitaire traité. Mais l'eau de drainage agricole, il s'agit du nom. Dans la salinité est un petit peu élevée, vu ils sont drainés avec l'eau d'irrigation. C'est pourquoi on ajoute à cette eau-là l'eau douce du Nil. Et ce, on peut, avec un rapport 1 à 1, c'est pourquoi on peut optimiser, on obtiendra
une plus grande quantité d'eau, Ouais. avec des caractéristiques qui la rendent utilisable après. Ouais. Ouais. Justement, nous devons proposer un autre reportage à nos chers téléspectateurs concernant les projets agricoles qu'on a justement ici en Égypte et comment la carte égyptienne a été changée par cette nouvelle stratégie adoptée par l'État égyptien dans le domaine de l'agriculture. Les réalisations accomplies à Toshka ne sont qu'une étape parmi de nombreuses étapes mises en œuvre, a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi dans une intervention téléphonique au cours d'une effectuée par une délégation de professionnels médias dans la région de Toshka et organisée par le département des affaires morales des forces armées, qualifiant cette tournée d'une journée pour l'amour de l'Égypte. Le président a indiqué que le développement ne se limitait pas à un seul endroit, mais partout à Toshka, à l'est d'El Ouainet, au Sinaï et dans une ferme de 60 000 feddans de Beni Souef, soulignant l'exploitation de chaque goutte d'eau à travers les dernières méthodes d'agriculture et d'irrigation modernes. Le chef de l'État a ajouté qu'une grande partie des stations de relevage d'eau, des canalisations d'eau, des pompes du réseau électrique et du nivellement du sol ont été achevées afin d'être prêts pour la prochaine saison du blé prévue en octobre et novembre. Le président a laissé un message rassurant au peuple égyptien dans lequel il a dit que le pays va très bien, appelant tout le monde à se rassurer, notant qu'une grande quantité de terre a été réhabilitée, non seulement à Toshka mais aussi à l'est de la Ouainet, l'avenir de l'Égypte et du Sinaï. Quant à l'introduction en bourse de certaines entreprises, le président a indiqué que l'introduction avait plusieurs raisons. La première est de donner l'occasion aux jeunes et aux citoyens d'avoir des investissements en actions par le biais d'actions. La deuxième raison est d'atteindre la transparence et la crédibilité pour ces entreprises. L'État égyptien connaît de réelles réalisations et de multiples projets nationaux depuis que le président Abdel Fattah el-Sisi a pris ses responsabilités, alors qu'il a consacré tous les efforts de l'État pour développer tous les secteurs agricoles, industriels et sociaux pour parvenir à l'exploitation optimale des ressources égyptiennes. Donc, à la lumière de ce même à la lumière de votre analyse, comment vous voyez la stratégie nationale adoptée par l'État égyptien dans le domaine de l'agriculture et de l'irrigation? Comment vous voyez le rôle de la technologie moderne dans le fait de réduire le gaspillage de l'eau? C'est parce que le quota de l'Égypte est déjà limité depuis l'occupation britannique. Alors nous avons gardé le même quota en dépit de l'augmentation de la population. Et nous souhaitons également augmenter la superficie irriguée. Et ça ne sera pas faisable. Nous n'avons pas un bâton magique. Alors il faut utiliser la science. Alors nous avons beaucoup de techniques d'irrigation, à savoir l'irrigation goutte à goutte par aspersion ou pivot qui permet d'irriguer des périmètres tout en rationalisant l'eau et également pour réduire le gaspillage dû à l'évapotranspiration et l'exposition de l'eau au sein des canaux d'irrigation. C'est pourquoi nous préférons que le drainage soit souterrain de nos jours et également l'irrigation passe par les conduits, les petits tuyaux. Et ça nous permet également d'utiliser les moyens de fertigation, c'est l'ajout de fertilisants selon les besoins de chaque plante. Alors c'est tout à fait contrôlé et ce pour augmenter la productivité par fédant ou acre. Oui, à la lumière de la productivité de fédant, par exemple, le président Abdel Fattah el-Sisi a été quand même informé pendant la dernière période des efforts visant à augmenter, à améliorer la productivité de fédant en quantité, mais aussi en termes de qualité. Ça a permis à l'Égypte de progresser dans le classement mondial de la productivité de fédant en 5 premières classes concernant de nombreuses cultures, y compris le riz et le blé. Oui.
C'est très remarquable. Oui, c'est grâce aux efforts du Centre de recherche agronomique en Égypte, nous avons obtenu à produire le riz qui peut tolérer une grande salinité, que ce soit du sol, que ce soit économiser. Non, la variété du riz elle-même est économe en eau et peut tolérer la salinité et la chaleur. Nous pouvons obtenir le riz au bout de 90 jours. Ouais. Et le blé peut être cultivé avec l'eau de pluie collectée au littoral nord, et le maïs, il peut tolérer le manque d'eau. Alors, ce sont des cultures de plein champ, alors leur irrigation, leur mode de production est tout à fait différent. Nous avons pu obtenir une productivité de 10 tonnes par fédant dans le riz. Et alors, avec une grande superficie, nous pouvons faire une augmentation de la productivité en termes, pas horizontal, mais vertical. Alors, les graines seront et il y aura peu de pertes. Et également, ces variétés utilisées, de culture, doivent résister aux insectes, aux attaques des ravageurs et des fléaux. Alors, c'est tout un mécanisme. Il doit résister au manque d'eau, résister à la chaleur, à la salinité de l'eau, parce que lorsque vous utilisez une eau de drainage agricole avec l'eau douce, une autre fois, il y aura un taux de salinité, ce qui peut affecter la plante. Alors la plante a des besoins en termes de pH, de salinité, d'eau, de fertilisants. Alors c'est grâce aux efforts du Centre de recherche agronomique, surtout à Sakha pour le riz, que nous avons pu obtenir de telles variétés. Oui, et pour la santé, on parle de la qualité, on parle de la productivité, de la quantité, mais c'est pour la santé humaine. Oui. C'est tout à fait sûr. Il n'y a pas parce que nous utilisons, alors lorsque vous utilisez ce mécanisme avec des temps de culture appropriés, alors vous réduisez les attaques des insectes et du coup, vous n'allez pas utiliser les insecticides. Ouais. Bon, alors on ne parle pas d'OGM, on ne parle pas d'organismes génétiquement modifiés, on n'intervient pas à intervenir au sein si vous voulez, de la génétique de la plante elle-même, mais on arrive avec la gestion de la lutte intégrée contre les fléaux, c'est le terme approprié à dire, à éviter les attaques des insectes et du coup, nous vivons dans les moments appropriés, opportuns, optimisant la productivité, obtenant des cultures et des variétés qui sont résistantes à la sécheresse, si vous voulez, aux conditions climatiques qui sont adverses de nos jours avec les changements climatiques en témoignent. Bon? Et c'est via la science, avec les cerveaux que nous avons dans notre recherche agronomique. L'une des remarques, il y a toujours des tentatives pour faire face au changement climatique quand on parle de cette stratégie nationale adoptée par l'Égypte dans le domaine de l'agriculture. L'Égypte figure parmi les pays qui n'ont pas contribué à l'augmentation. L'Égypte figure parmi les pays qui subissent les conséquences des pays industrialisés, à savoir la Chine et les États-Unis. Alors, auxquels nous devons faire face, les régions des terres au littoral. Parce que quand même de la salinité. Déjà l'Égypte est un pays désertique, mais ce que nous témoignons, c'est la montée de l'eau du mer, l'eau très chère surtout. Nous avons perdu beaucoup de terres parce que la salinité, parce que l'eau de mer n'avance pas seulement directement, ça s'infiltre. Mais sur le souterrain, oui, beaucoup de terres, surtout dans le gouvernorat du Kafr Cheikh, ont été affectées. Nord de l'Égypte. Oui. Alors, nous avons, par la recherche, trouvé des variétés de types de plantes, oui, de cultures. Oui. Les variétés, ces variétés de plantes, les semences qui peuvent tolérer un taux élevé de sel
dans le sol. Parce que le sol, c'est le milieu de culture, c'est le milieu, c'est là où se fait l'ensemencement, là où les premières racines poussent. Maintenant, vulnérable à la salinité. Le fait d'avoir ça, et d'amender à ces changements climatiques par la recherche scientifique. Oui. On va prendre un autre reportage quant toujours le secteur agricole. Après ça, je vais plutôt vous poser une question concernant comment l'Égypte essaye de répondre aux besoins, bien sûr, demandés de la part des agriculteurs. Donc, tout de suite, un reportage. Le Pau-Delta, lancé récemment par le gouvernement, vise à cultiver 3,5 millions de fèdans, soit le tiers de la superficie agricole actuelle. Situé le long de l'autoroute Roud El Farag à Dab'a, à 30 minutes de la ville du 6 octobre, il est considéré comme le plus grand projet de développement agricole connu par l'Égypte. L'objectif est de cultiver 2 200 000 fèdans et de créer un nouveau delta, parallèlement à la culture de 100 000 fèdans au sud de Toshka et de 456 000 fèdans au nord et au centre du Sinaï. Le président a examiné les derniers développements du projet, soulignant l'importance de recourir aux techniques les plus modernes en matière d'agriculture et d'irrigation. Le projet du nouveau delta fait partie de la stratégie agricole 2030 qui consiste à faire une expansion horizontale dans le but d'assurer l'autosuffisance alimentaire, notamment de la croissance démographique et de la guerre en Ukraine, et qui a une importante répercussion sur la sécurité alimentaire dans le monde entier, surtout en Afrique. Garantie alimentaire sera exécutée sur 4 phases et fournira plusieurs denrées agricoles, en particulier le blé. Le projet, qui a permis de cultiver 600 000 tonnes de blé en 2022, permet de cultiver 1 million de tonnes en 2023, ce qui réduira la facture des importations agricoles égyptiennes qui tournent autour de 8 milliards de dollars. L'autoroute Roud El Farag à Dab'a est proche des ports, des aéroports, des zones industrielles et des principaux réseaux routiers. Ainsi, le transport des produits agricoles sera plus facile et moins coûteux. Les projets agricoles en cours d'exécution sont essentiels pour combler le déficit alimentaire. Ils pourraient réduire au moins d'un tiers la facture des importations alimentaires, ce qui permettra d'économiser les devises, et cela se répercute positivement sur l'économie nationale. Le secteur agricole contribue au PIB du pays à hauteur de 14%, représente 28% de l'emploi et 55% de l'emploi rural. Le projet du nouveau delta renforce la compétitivité des exportations agricoles égyptiennes et permet de créer des milliers d'emplois directs et indirects, étant donné qu'il offre d'innombrables opportunités d'investissement. Donc, comment vous trouvez cette stratégie adoptée par l'Égypte vis-à-vis de la production des engrais, des fertilisants, afin de répondre aux besoins des agriculteurs ici en Égypte? Et comment, quand même, vous trouvez l'importance d'avoir et d'assurer une énergie très efficace pour doper un peu plus les grands projets agricoles en Égypte? Ok. D'abord, pourquoi nous avons besoin d'engrais? Le fait, en Égypte, la superficie est cultivée la même superficie est cultivée 3 fois par année. Alors, la même parcelle. Alors, ce qui fatigue la terre. C'est pourquoi... C'est fatigué la terre. Oui, c'est pourquoi nous avons besoin d'éléments nutritifs parce que ces éléments nutritifs sont absorbés par la plante. Alors, pour remédier à ce qui a été consommé, il faut ajouter encore des éléments nutritifs à la plante. C'est pourquoi nous avons besoin d'engrais. Alors, grâce à Dieu, l'Égypte a la source d'énergie qui est le gaz naturel. C'est pourquoi l'Égypte peut produire et exporter les engrais. Mais pourquoi l'Égypte n'arrive pas à exporter la quantité? Nous avons la capacité de produire une quantité d'engrais qui peut suffire à l'Afrique entière. Mais
ce sont les moyens de transport qui nous achoppent. Si on va exporter par la voie maritime, ça fera le tour Oui. Également, il y a beaucoup de pays africains qui sont enclavés. Oui. Alors, le meilleur moyen de se faire, ce sont les voies terrestres. Mais comment se faire? La ZLECAf sera une fenêtre qui va ouvrir beaucoup de perspectives et l'élimination des barrières douanières. Mais avant tout, il faut établir la sécurité. Alors l'Égypte a beaucoup de défis. Acheminer un camion d'engrais et vous allez trouver des miliciens qui vont l'arrêter en plein chemin. Alors pour que l'Égypte puisse exporter ou pour que l'Afrique puisse se développer, il faut faire régner d'abord la stabilité et la sécurité, ce qui est un grand défi. Et donc vous parlez d'un manque de stabilité, d'un manque de sécurité, d'un manque d'infrastructures au sein de l'Afrique. D'où proviennent les appels répétés par le président égyptien Fattah al-Sisi de l'importance d'établir sur le terrain une sorte de voie qui pénètre l'Afrique ou qui peut mettre fin à l'isolement de l'Afrique du reste du monde. C'est-à-dire, si nous allons établir des voies ferroviaires, maritimes, fluviales, terrestres au sein de l'Afrique, donc c'est-à-dire doper non seulement les économies africaines, mais aussi doper les échanges commerciaux, les échanges agricoles, les échanges économiques entre les différents points africains. Oui. Au début des années 90, il y avait un appel de coopération nord-sud. Ouais. Mais il s'est avéré au début du millénaire que la coopération ne peut se faire que sud-sud. Les pays du Sud doivent coopérer ensemble parce que les étrangers sont insensibles à nos propres problèmes. Ils vont nous apporter des solutions qui n'est pas la nôtre, qui ne sont pas adoptées ni à nos besoins, à nos conditions. Alors, les meilleurs à juger de nos besoins, ils ne sont outre que nous-mêmes. Alors, c'est nous qui savent le meilleur problème. Nous avons les moyens de les résoudre. Mais en même temps, nous avons besoin d'avoir une sorte de partenariat avec les pays avancés, notamment dans le domaine de l'agricole. J'aimerais vous dire que ce sont les pays européens qui ont besoin des cerveaux que nous avons pour faire avancer leurs propres recherches. Il y a un Égyptien qui a eu l'invention de produire un gel, des bulles de gel, qui sont capables d'extraire l'hydrogène de l'air pour le transformer en eau. Et ce gel-là se répand à terre et ça fournit les besoins hydriques de la plante d'un coup. Alors, nous avons les cerveaux et nous avons l'intelligence. Alors, nous manquons seulement qu'on nous laisse justement en paix et de cesser de financer. Concernant le financement, comment vous trouvez les tentatives de l'État égyptien afin de présenter des financements facilités aux agriculteurs, notamment quand il y a une crise financière? Oui, les crédits facilités sont fournis par la Banque agricole égyptienne et la Banque agricole a beaucoup de filières, surtout dans les villages, pour donner des crédits facilités aux agriculteurs en leur donnant également des moyens de subsistance, à savoir des vaches et même de faire louer des machines. On essaye de leur faciliter la vie. Oui, l'activiste, l'experte dans le domaine du développement durable, Amira Hassin, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Merci. Merci. C'est pareillement pour vous, chers téléspectateurs. Merci et à la prochaine.
إن احنا نبقى دايما مع بعض، دايما كتلة واحدة.